Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec Alexandre Lacroix, que Jean Cornille a rencontré pour nous à Paris. Philosophe, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix pratique le néo-scepticisme. Il nous invite à apprécier la beauté de la nature et à ne jamais cesser de penser. Pour lui, la philosophie est difficile à définir, mais c'est un peu comme le café, ça réveille. Nous sommes à Paris, devant l'école d'écriture Les Mots, fondée par Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix est philosophe, romancier, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et l'auteur de nombreux romans et essais sur des thèmes aussi variés que l'amour, la télévision, Internet, la suprématie des femmes ou le scepticisme. Son dernier livre, Devant la beauté de la nature, est une puissante réflexion philosophique sur l'esthétique du paysage et les émotions que nous procure la contemplation de ces paysages. Je vous propose de m'accompagner chez Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, un grand merci de nous accueillir ici dans le bâtiment de l'école d'écriture Les Mots. À l'heure du tout à l'écran, pourquoi une école, une académie de littérature, de narration littéraire ? Eh bien, en fait, quand on songe aux différents arts, on s'aperçoit que les arts et les artistes ont assez bien organisé la transmission de leur savoir-faire, de leur technique, de leurs secrets. Si on veut apprendre le théâtre, on peut aller dans des conservatoires de théâtre, il y a des conservatoires de danse, on peut apprendre à peu près à jouer de n'importe quel instrument de musique, aussi exotique soit-il. Et il y a des écoles des beaux-arts. Et puis, on arrive à la littérature, qui est quand même un art incroyablement populaire, si l'on en croit le nombre de lecteurs de romans, de poèmes, de pièces de théâtre. Et là, la transmission est peu organisée, défaillante, il n'y a guère de lieu. Il y a des ateliers d'écriture en France, mais très disséminés. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait un lieu, en fait, complètement dévoué à la transmission de l'écriture. Ici, dans cette école, viennent des écrivains, ils sont entre 60 et 80, et des gens poursuivent des ateliers d'écriture, ils sont 1500 élèves. Et donc on a quelques-uns à avoir créé ce lieu pour que cette transmission soit possible. Parce que si on y réfléchit, les périodes où la littérature est féconde sont des périodes où cette transmission a lieu. Historiquement, elle a eu lieu dans les salons littéraires au XVIIIe, au XIXe siècle en France, et puis à travers les revues d'avant-garde, notamment les revues surréalistes, le Minotaure et autres, dans la première moitié du XXe siècle. Mais sociologiquement, salons littéraires et revues d'avant-garde n'existent plus, il faut inventer autre chose. Et l'école de creative writing, vous voyez, déjà c'est un anglicisme, ça montre que c'est moderne. Et donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, je crois. Ouais. Vous avez écrit de nombreux livres, à la fois des romans, à la fois des essais sur des tas de sujets. Et je trouve que vous avez une approche particulièrement passionnante et stimulante et enthousiasmante. Votre dernier livre s'intitule « Devant la beauté de la nature ». Est-ce qu'il faut avoir, par exemple, une connaissance scientifique, une connaissance de l'histoire de l'art, l'esprit de la savane, pour apprécier aujourd'hui l'émotion que procure la beauté de la nature ? Le livre « Devant la beauté de la nature » essaye de répondre à une question qui est très simple. La question est la suivante: pourquoi les êtres humains ont-ils une relation d'admiration esthétique avec la nature? Pourquoi admirent-ils la nature? Pourquoi un coucher de soleil nous émeut-il? On comprend en fait pourquoi nous autres êtres humains nous avons un rapport utilitaire à la nature. Elle nous fournit à boire, à manger, de l'énergie. Le rapport utilitaire, c'est transparent, c'est compréhensible. Mais pourquoi ce rapport de fascination, d'admiration? Pourquoi le paysage, suivant son atmosphère, sa conformation, nous transmet-il des émotions? C'est ça la question. Parmi les différentes pistes de réponse, oui, il y a une piste culturelle. Donc il y a une piste effectivement qui consiste à dire, mais en fait, l'amour pour la nature, c'est une invention de la culture.
Et effectivement, nous baignons dans des représentations de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des photos sur Instagram, il y a des posters, il y a des cartes postales. Dans le grand art, il y a des œuvres d'art magnifiques, des tableaux de Caspar David Friedrich, de Van Gogh. Et donc en fait, on est baigné dans les représentations de la nature. Et donc cette piste qui consiste à dire que ce qu'on va chercher en fait à la plage, c'est le poster des Seychelles qu'on a chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par imprégnation culturelle qu'on se forme des catégories de paysages qu'on aime et qu'on va rechercher quand on sort de chez soi ou qu'on sort des villes. La nature imite la culture? Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui est allé le plus loin dans cette voie, c'est Oscar Wilde, qui en vient à dire que les brouillards qui flottent sur la Tamise n'ont pas du tout été créés par évaporation de l'eau, mais par les impressionnistes et par Monet, parce que c'est eux qui nous les font voir. Alors, c'est une piste tout à fait intéressante à suivre dans ses ramifications, ses prolongements, ses paradoxes avec Oscar Wilde. Elle est néanmoins limitée. À mon sens, chez l'enfant, par exemple, il y a des impressions dans la nature très très vives. Si vous songez à vos paysages d'enfance, vous verrez que vous aviez un lien avec eux très viscéral, très profond, très sensoriel, émotif. Ça passait pas par une grande culture. Et donc la piste culturaliste de réponse à la question est une piste qui est un élément de réponse, mais qui n'est pas la réponse dernière, à mon sens. Ça n'est pas tant la culture qui nous fait aimer la nature qu'en fait une certaine expérience métaphysique qu'on va chercher dans la nature. Une expérience métaphysique qui est une expérience paisible, vertigineuse mais paisible. C'est-à-dire que si je regarde un ciel étoilé, quelque chose se produit, c'est-à-dire que mes soucis, mes préoccupations quotidiennes en sont d'un seul coup comme relativisées. Je suis arraché à moi-même, aux dimensions habituelles de mon existence. Je suis confronté à un mystère, cette infinité d'étoiles qui scintillent, qui m'apparaissent. Il y a un double mystère, c'est-à-dire ce qui est aussi mystérieux, c'est que je suis là en train de regarder le ciel étoilé, c'est-à-dire qu'il y a une conscience quelque part dans l'univers qui permet à l'univers de se contempler lui-même à travers la conscience. Donc c'est métaphysique. Et il me semble que si l'on cherche des consolations par rapport à la finitude, puisque c'était le sens de votre question et c'est aussi le sens de l'épilogue, c'est-à-dire une consolation par rapport à la mort. Qu'est-ce qui nous console de la mort? La croyance en un au-delà. D'abord, il faut une croyance fermement soudée au corps. Hein. Je veux dire, il faut y croire vraiment pour ne pas, au moment de l'agonie, être parcouru comme d'un léger doute. Et avoir cru toute sa vie pour douter au moment de mourir, c'est dommage. Autant ne pas croire du tout. Donc, si on n'a pas cette foi chevillée au corps, en un au-delà, on peut aussi se dire que, au fond, même ces promesses de paradis, elles ne sont pas un remède au fait qu'on va perdre ce monde-ci. On va perdre le rapport avec nos enfants, on va perdre ce monde vivant, ce monde sensible. Et donc, qu'est-ce qui peut nous consoler? Pour ma part, je dirais qu'il y a une sorte de permanence du monde. C'est-à-dire que l'arbre, par exemple, si je regarde un arbre, si je regarde un rocher, ils me mettent en contact avec des unités de temps qui ne sont pas celles de ma vie. Le monde perdure dans sa beauté et je vais me fondre en lui, disparaître en lui. C'est une source de paix. Vous écrivez à un moment, nous ne pourrissons pas, nous nous éparpillons. Oui, voilà. Voilà, c'est une manière de le dire, mais l'idée, c'est que c'est ce monde-ci, c'est ce monde sensible qui nous console de la mort. C'est pas un autre monde, c'est ce monde-ci, en fait. La consolation est à puiser ici même, mais pas tellement dans les villes, je dirais même pas tellement dans les livres, même pas tellement dans les artefacts, dans les œuvres. Elle est à puiser dans une sorte d'expérience de la stabilité et de la beauté du monde. Le fait de savoir que l'océan sera encore là avec ses marées bien après moi, quelque chose d'incroyablement apaisant. Vous parlez beaucoup de l'évolution de nos sens, de nos 5 sens. Vous parlez de l'œil, de l'odorat, du toucher, du goût. Et vous dites, au fond, il y a un affaissement progressif, une insensibilisation, si j'ose dire, progressive du goût aujourd'hui avec l'urbanisation. Et vous dites, au fond, on devrait se reconnecter progressivement avec la profondeur de nos sens, notamment pour rencontrer, par exemple, une des questions politiques centrales d'aujourd'hui, qui est la question climatique et je dirais, de la détérioration de la biosphère. Alors, nos sens, en fait, notre capacité à percevoir la nature
s'est émoussé. Hein, c'est ça le constat de départ. Ce qui s'est émoussé, c'est un certain lien très, très concret à la nature. Le toucher de la nature, c'est-à-dire le fait de toucher la terre, de toucher des troncs, d'écosser, de travailler de ses mains, de vider des viscères d'animaux. Songez au nombre de chants d'oiseaux que vous êtes capable de reconnaître, d'identifier dans la nature. À mon avis, une fois passé le coq et le pigeon, peut-être le corbeau, vous êtes assez vite à découvert entre la mésange et le rossignol, ça doit déjà flotter quelque peu. Donc nous ne savons plus écouter le chant de la nature. Pour les parfums, les habitants des villes, en tout cas, ont pris l'habitude de ne pas trop vivre dans leur nez. D'ailleurs, les femmes enceintes vous disent toujours que c'est un calvaire de trop bien sentir parce qu'elles ont à ce moment-là une olfaction qui est avivée par la grossesse. Et elles vous disent que c'est un calvaire parce qu'en ville, ce qu'il y a à respirer, ce sont des pots d'échappement, des odeurs de transpiration, des flatulences, enfin j'en passe. Et donc, on ne vit pas dans son nez. Et puis les yeux, nous sommes dans une civilisation très visuelle, mais je dirais que nous nous sommes habitués à des scintillements très forts, à la lumière de l'écran rétroéclairé, par rapport auquel les paysages nous paraissent forcément un peu ternes. Le paysage, la prairie n'est pas rétroéclairée. Alors elle ne scintille pas, elle ne nous appelle pas, elle ne nous stimule pas. C'est surtout si vous êtes, je sais pas, en mars, en avril, ça peut être un peu terne, un peu. Et donc l'humanité a organisé une sorte de coupure sensorielle. Elle n'est plus au contact de la nature, ce qui fait qu'en fait, nous ne sentons pas de la même manière la perte. C'est-à-dire que le danger écologique, en un sens, vient aussi de là. C'est-à-dire que des climatologues nous montrent que ça va mal pour le climat, ou l'indice planète vivante de WWF nous dit que 60% des vertébrés terrestres sauvages ont disparu en 40 ans. Donc c'est effrayant. C'est effrayant, mais ce sont des chiffres. Ça ressemble un peu au langage des technocrates, de le dire ainsi. Et on ne sent pas la perte parce que sensoriellement, ça n'évoque peut-être pas grand-chose. Donc, il y a quelque chose d'un lien à réactiver entre l'homme et la nature pour que l'action s'engage, à mon sens. Dans un autre essai plus ancien, Ce qui nous relie, vous faites une analyse très passionnante de ce que vous appelez la troisième révolution du cygne, après la Mésopotamie, des milliers d'années avant le Christ, avec évidemment l'invention de l'imprimerie, notamment par Gutenberg au milieu du XVe siècle. Vous avez rencontré des personnages tout à fait fascinants, passionnants, dont Julian Assange notamment pour Wikileaks. Quel est l'enseignement que vous faites aujourd'hui, 30 ans après la création du web? On vient de vivre une révolution du signe qui est comparable à d'autres révolutions du signe. Je pense qu'il y en a eu 3, effectivement. Donc, invention de l'écriture, c'est majeur. C'est l'humanité bascule de la préhistoire dans l'histoire. Invention de l'imprimerie, c'est majeur. Mais c'est majeur, les régimes de croyance changent. En fait, quelque temps après l'invention de l'imprimerie, surgit le schisme, le protestantisme. C'est-à-dire que le croyant se considère comme un lecteur. Il peut interpréter l'écriture sacrée par la lumière naturelle qu'il a en lui. Il est lecteur avant d'être croyant. En fait, le régime des vérités change avec le livre qui circule mais qui circule dans l'Europe cultivée seulement. Ce qui s'est produit en 1989 avec cette troisième révolution du signe, et ici il faut une date, c'est 89 parce que c'est là que Tim Berners-Lee, qui est un chercheur britannique, invente le web. Eh bien, à ce moment-là, il y a un basculement complet en fait du régime des signes. Ce qui fait que, alors, nous avons tous, si nous avons vécu cette révolution depuis 89 et vu le web arriver dans nos vies, le mail arriver dans nos vies, les outils numériques arriver dans nos métiers, nous venons de vivre en fait un changement de régime historique, d'ère historique global, qu'il est encore un peu difficile de penser. Les outils de pensée ou les concepts sont encore un petit peu en retard sur cette réalité qui nous a percutés. Et c'est un changement, je dirais, j'hésiterai pas à dire qu'il est plus important en fait que l'invention de l'imprimerie. Plus important parce que, en fait, ça a touché toute la population terrestre. À l'heure où je vous parle là maintenant, il y a plus de 4 milliards d'êtres humains connectés sur la Terre. Donc, évidemment, toutes les générations sont touchées, les riches et les pauvres sont touchés, toutes les classes sociales sont touchées. Si vous regardez l'imprimerie, ça ne touchait guère que les lettrés de Chine et d'Europe. Et puis, tous les métiers ont été affectés et se sont réinventés. La manière de créer des liens de sociabilité, qu'ils soient politiques, la manière de manifester, ou qu'ils soient sentimentaux, amoureux, sexuels, familiaux, est en train de se refaçonner. La totalité des métiers et des marchés, que ce soit les marchés financiers, les marchés immobiliers, etc., sont en train de se réinventer à l'intérieur de ce nouvel outil qu'est le web.
Et nous voyons ça se dérouler sous nos yeux en manquant de concept. Je vais donner juste un exemple intéressant. Donc j'enseigne moi à Sciences Po. En 2012, je rentre en classe et je me dis tiens, quelque chose a changé, mais je ne comprends pas tout de suite ce qui a changé. Et au bout de 20 minutes, je comprends, en fait, jusque-là, j'avais 2-3 étudiants qui prenaient des notes sur un portable, et là, ils étaient tous sur un portable, en Wi-Fi, et donc tous connectés. Et je me rends compte, en fait, que je ne suis plus le même prof, parce que je me rends compte qu'en fait, alors c'est à Sciences Po, ce sont des petits malins, les étudiants de Sciences Po, mais je me rends compte qu'ils googlisent au fur et à mesure ce que je dis, et je me trompe sur une date, une main se lève, et on me corrige. Ça veut dire qu'en fait, ils sont connectés à une banque de savoir qui est bien plus importante que ce que j'ai dans ma mémoire. Et donc on ne peut plus faire cours de la même manière. Là où le prof était l'unique filtre, l'unique représentant du monde dans sa classe, c'est-à-dire dans ce huis clos de la classe, il était le représentant du monde, c'est comme ça que Arendt parle du professeur, Hannah Arendt, eh bien cette fonction-là n'existe plus, le monde est là, il est disponible, le savoir est là, il est disponible, et le professeur doit plutôt montrer comment établir des passerelles ou être créatif avec ce savoir ou en faire un usage intelligent, mais c'est une fonction de la pédagogie qui a changé. Et bien ça, nous l'avons tous vécu dans tous les métiers, et nous sommes en retard. Nous devons penser cette révolution numérique. Et alors moi, je m'y suis attelé effectivement dans un livre, mais à travers des rencontres. Mais l'idée, c'était alors comme on ne peut pas tout traiter, c'était de vraiment sonder, à travers une narration, en fait une enquête qui est très narrative, de sonder les effets politiques de cette révolution numérique à travers un lanceur d'alerte, donc Assange, un investisseur qui en même temps invente, enfin, le premier investisseur Peter Thiel de Facebook, donc, qui invente les réseaux sociaux, et puis le complotisme ou les trousers, appelons-les comme on veut, suivant le bord auquel on appartient, qui eux font vaciller la notion de vérité en politique. Vous êtes aussi, Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction du très excellent Philosophie Magazine, et vous faites chaque fois un éditorial tout à fait passionnant chaque mois, que vous avez réuni dans un petit livre que vous avez intitulé « Pour que la philosophie descende du ciel ». Vous dites dans le numéro 100 de Philosophie Magazine, « Pour moi, la philosophie, c'est du café ». Pourquoi c'est du café ? La philosophie est très difficile à définir, parce qu'elle ne se définit pas par un style. Il y a des maximes qui sont philosophiques, des poèmes qui sont de la philosophie. Nietzsche a écrit des poèmes, il y a des traités universitaires qui sont de la philosophie. Elle ne se définit pas non plus par le statut de l'auteur. Il y a des livres de philosophie qui sont écrits par des non-universitaires, des personnages très marginaux parfois, et Rousseau en était un par exemple. Elle ne se définit pas par son objet non plus. C'est-à-dire qu'on peut philosopher sur tout sujet, et même sur des sujets complètement en apparence anodins. Il y a des traités de philosophie sur Matrix, sur le film, je parle Matrix, sur la technologie, mais aussi bien sur Dieu. Donc comment la définir ? Je dirais que le point commun entre ces différentes œuvres de philosophie, il y a un petit air de famille. Quand on ouvre un livre de philosophie, quand on lit un texte de philosophie ou qu'on écoute une conférence de philosophie, on se dit tiens, c'est philosophique. Mais à quoi on le reconnaît ? Je dirais que c'est un petit effet qui est comme celui de la caféine, c'est-à-dire ça réveille. Ça réveille, c'est-à-dire ça. Et la philosophie est une chose excitante à penser. Voilà, la philosophie est une chose excitante à penser. Et il n'y en a pas tant que ça, parce que le monde social et professionnel a pour effet de vous engluer dans des routines de pensée. En fait, ça vous met de la monotonie dans la tête. C'est-à-dire travailler, aller au supermarché, être dans votre voiture. La vie quotidienne vous englue et c'est normal. On est comme ça, être humain, on se laisse dévaler dans cette vie quotidienne. On a du mal à penser. Si on s'arrête pour méditer, soit on s'endort, soit on tombe dans l'hébétude, parce qu'en fait, on ne sait pas réfléchir tout seul. Et donc, la philosophie, en fait, c'est un art de la question qui permet de relancer la pensée en nous, quand elle allait s'endormir, quand elle allait se... Voilà. Donc, c'est une tasse de café. C'est modeste et en même temps indispensable pour ne pas vivre sa vie en somnambule. Vous êtes aussi un écrivain, pas simplement un philosophe, un écrivain qui a écrit une série de romans, Quand j'étais nietzschéen, L'orphelin, de la supériorité des femmes. La littérature, la philosophie, la littérature, c'est aussi un excitant ? Ce n'est pas du café, c'est autre chose ? Ma méthode de travail est toujours la même. C'est-à-dire je pars de ce qui est proche.
Si j'écris un roman, je n'invente pas une histoire avec des personnages qui seraient très éloignés de moi. Ou beaucoup de mes romans sont autobiographiques et quand ils ne le sont pas, il y a des transpositions Mais enfin, le critère de l'autobiographie n'est pas si important. En fait, je pars plutôt de quelque chose qui m'obsède ou qui me fascine ou qui me pose vraiment un problème. Je commence à écrire et en fait, ça va plus tard devenir un roman ou un essai. Mais au départ, c'est la question qui me requiert. Et donc, par exemple, j'ai vécu 7 ans à la campagne. Je suis revenu vivre à Paris. En Bourgogne. En Bourgogne. Oui, je suis un amoureux de la campagne, de la nature. Après mes études, j'ai quitté la ville. Je voulais vivre auprès de la campagne. Bon. En revenant vivre à Paris, ça a été très difficile de me réacclimater à cette ville. Je me suis mis à lire sur Paris pour me réapproprier Paris à travers son histoire. Et puis, petit à petit, et j'ai écrit un roman, oui, Le voyage au centre de Paris. Mais le problème, pour moi, c'était Paris. Comment vivre avec Paris? En même temps, c'est une chance de vivre à Paris. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est-à-dire que, voilà, c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire. Elle est complètement stratifiée, elle est labyrinthique. Il fallait s'affronter avec Paris. De la supériorité des femmes, c'est l'histoire d'une séparation amoureuse qui m'a pris plein fouet. C'est un livre écrit à chaud. Et donc, je pars de ces problèmes existentiels extrêmement chauds pour moi, qui ne sont pas des problèmes théoriques, qui ne sont pas des problèmes froids. Ils sont là. Je me mets à écrire et à lire sur ces questions. Et après, ça peut devenir un roman, si c'est la voie qui me paraît la plus juste. Ça peut devenir un essai. Disons que le roman va remuer des émotions à travers des histoires, des narrations. Mes romans sont vraiment des romans, pour le coup. Mais j'y sème parfois des réflexions. Mais Et puis, l'essai va s'apparenter à une forme d'enquête. Mais donc on est plutôt du côté de l'enquête, d'un côté, plutôt du côté de l'exploration de nos émotions de l'autre. Mais c'est l'urgence de la question en fait qui prime sur la question de la division des genres littéraires, qui est finalement pas si importante. Je voudrais vous poser, Alexandre Lacroix, une dernière question, qui est le titre d'un de vos essais, qui s'appelle « Comment vivre lorsqu'on ne croit en rien ?» À l'époque des populismes, des dogmatismes, des fanatismes, de la logique d'une idée, comme dirait Hannah Arendt, comment vivre lorsqu'on ne croit en rien ? D'abord, je vais faire un peu de provocation, si vous le permettez, parce que je sais que vous êtes divisé en Belgique entre religieux et laïque, enfin que c'est l'une des fractures du pays, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais imaginons 2 personnes, Pierre et Paul. Pierre ne croit pas aux fantômes. Il va bien. Et Paul croit aux fantômes. Alors Paul, s'il va en forêt, a peur de rencontrer des spectres. La nuit, il craint qu'ils lui apparaissent dans son sommeil. Il commence à inventer des rituels. Il a des peurs En fait, il devient véritablement hanté. Il consomme une énergie psychique et émotionnelle considérable à vivre sa peur des fantômes. Bon, voilà, ça c'est peut-être le problème du croyant, c'est-à-dire que se mettre à croire en un dogme, d'ailleurs qu'il soit religieux ou politique, risque de nous amener à nous battre toute notre vie avec des fantômes. Ces fantômes, ça peut être l'Immaculée Conception ou l'infaillibilité papale, mais ça peut être tout aussi bien la lutte des classes. Non, ce serait méchant de le dire, c'est pas un fantôme, c'est une réalité sociale, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour un idéologue, il y a une clé de lecture unique qui est en fait un assèchement de la vision du monde. Et donc, il y a un danger à être un dogmatique, en fait. Il y a un danger à être un dogmatique. Lequel ? C'est toujours la même histoire qu'avec le café, c'est celui de se figer, de s'arrêter, de croire qu'on tient une réponse et de partir en guerre pour sa bonne réponse. Le danger du dogmatisme, c'est un danger personnel dans la mesure où le dogmatisme vient figer la vie intérieure, et c'est un danger dans la relation aux autres et à ceux qui ne pensent pas comme nous, puisque le dogmatisme crée de l'antagonisme, en fait, du conflit, de la violence. Et donc, la position sceptique, oui, c'est une voie en fait de la philosophie qui est une voie toujours un peu minoritaire, toujours un peu feutrée, mais qui m'est chère. Ça commence très tôt, mais l'école sceptique antique est peu enseignée. Il y a un grand scepticisme dans l'Antiquité. On parle des épicuriens, des stoïciens, de ne plus savoir qu'en faire. Il y a eu des sceptiques, Pyrrhon d'Hélice. Il y a une grande école sceptique à Alexandrie qui est la mieux connue à travers les écrits de Sextus Empiricus.
Ces écrits, les esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus, ont dormi et ils étaient conservés au couvent San Marco à Florence. Ils ont ressurgi à la demande de Savonarole, ils ont été traduits en latin et puis ils se sont diffusés dans l'humanisme, dans l'Europe humaniste. Montaigne les lit, ça vient infuser chez Montaigne et puis ça vient infuser en fait dans toute l'Europe. Les gens revivent une crise pyrrhonienne. Donc il y a une sorte d'histoire sous-jacente de la philosophie qui est une histoire sceptique qui m'est chère et pour répondre à votre question, il me semble que le scepticisme n'est pas seulement une arme de guerre contre le dogmatisme, l'idéologie, le fanatisme religieux, mais que c'est aussi une école de vie ou une école de morale. Et vivre en sceptique, c'est accepter de faire des expériences contradictoires. C'est-à-dire accepter... Un sceptique, c'est quelqu'un qui accepte de tenir la contradiction en lui-même et qui ne se sent pas dispersé ou brisé par la contradiction. En fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre la base du scepticisme antique. Les sceptiques antiques disent sur tout sujet, sur toute question, d'ailleurs là ils ont peut-être tort, mais bon, sur toute question, vous pouvez construire deux raisonnements d'égale puissance. C'est ce qu'on appelle l'isosténie des arguments contraires chez les sceptiques. Et une fois que vous l'avez fait, vous suspendez votre assentiment. C'est cette suspension de l'assentiment, c'est ce que les sceptiques appellent l'époké, en grec, l'époké, la suspension de l'assentiment. En fait, il s'agit de retrouver par-delà ces contradictions une sorte de légèreté, d'apesanteur. Assumer la contradiction pour retrouver de la légèreté. En fait, c'est ce que le dogmatique ou le croyant ne parviennent jamais à faire, et le militant politique pas plus, c'est-à-dire creuser ou approfondir des conflits en soi-même ou accepter simplement le fait de porter des conflits en soi-même, puisque je pense que l'être humain est intrinsèquement contradictoire, accepter ces conflits pour retrouver par-delà les conflits une légèreté, une époké, une apesanteur, une suspension de l'assentiment. En fait, c'est un moyen de vivre mieux sa vie sans devenir pour autant simpliste. Il m'a semblé intéressant, si vous voulez, ce scepticisme qui a vraiment gagné dans le champ des sciences, par exemple. Oui. Un scientifique, par exemple, c'est évident que c'est quelqu'un qui accepte le fait qu'il va toute sa vie travailler à une théorie qui Non, va... les sciences dures, les sciences de la nature. Oui, qui va travailler toute sa vie à une théorie qui va être complétée ou défaite. Et en plus, il sait dès le départ qu'elle est falsifiable, sinon il ne fait pas de la science. Donc, il accepte cette position. Il cherche toute sa vie quelque chose qui peut être complété ou défait. Bon. Eh bien, il m'a semblé que cette position, c'est une position psychologique particulière, que c'était une position passionnante en morale, enfin en morale au sens des mœurs, une position existentielle intéressante. Travailler en sachant que le fruit de votre travail peut être détruit. Vivre une histoire d'amour en sachant qu'elle peut se disloquer. Essayer d'être père ou essayer de créer une relation avec ses enfants en sachant que quelque chose du lien peut se défaire. Et accepter en fait ces conflits et cette fragilité inhérents à nos expériences. Voilà une voie en fait, tout simplement. Enfin, ce que j'ai simplement voulu faire, d'abord faire découvrir quelques penseurs sceptiques qui sont méconnus, oui, ceux de l'Antiquité, et ensuite voir si on pouvait puiser chez eux des outils pour vivre dans un monde agréablement sa vie, disons dans un monde post-religieux et post-idéologique. Sachant que malheureusement nous n'avons peut-être pas encore basculé dans un tel monde et qu'il n'adviendra peut-être jamais. Alexandre Lacroix, un tout grand merci pour cette rencontre. Ben, merci. Si vous souhaitez revoir cet entretien réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel ou vous informer sur les thématiques de nos prochaines émissions, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be ou sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.